Il est 10 heures ici à Paris, vous êtes dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et à la une de ce jeudi, l'État qui reprendra le contrôle de la Nouvelle-Calédonie dans quelques heures. C'est ce que dit Gérald Darmanin après plusieurs jours sous très haute tension dans le territoire français du Pacifique, qui est sous état d'urgence depuis jeudi matin, heure locale. 200 personnes ont été interpellées, il y a eu 4 morts, plusieurs centaines de blessés, beaucoup de destruction matérielle. La nuit dernière a été sensiblement moins violente, mais on est très loin, semble-t-il, encore de la sortie de crise. Je crois que nous sommes aujourd'hui vers la voie du rétablissement de la paix publique en Nouvelle-Calédonie. Vous diriez que l'État a repris le contrôle ce matin ? Je pense que non, on ne peut pas dire totalement ça. On peut dire que l'État met énormément de moyens pour sauver des vies, pour protéger les infrastructures les plus importantes, l'aéroport, le port, l'électricité, l'hôpital, protège les locaux de France Télévisions, protège l'intégralité de ce qui fait vivre une démocratie localement. Mais dans les heures qui viennent, oui, l'État reprendra totalement le contrôle. Paris-Nouméa, 17 000 km de distance et une inquiétude partagée que la situation sur ce territoire français du Pacifique ne s'installe pas durablement dans la violence. Après 2 nuits d'émeutes, les dernières 24 heures semblent, je vous le disais, avoir été sensiblement moins violentes que les précédentes, mais il y a eu encore des pillages, des incendies, des affrontements. L'état d'urgence est en vigueur depuis ce jeudi matin, heure locale. Les accès au réseau social TikTok ont été coupés, l'armée est sur place. 200 émeutiers ont été interpellés à ce stade. Les violences ont fait depuis le début de la semaine 4 morts. Comment en est-on arrivé là et surtout comment sortir de cette crise? C'est la question que nous nous posons ce matin dans Parlons-en avec notre invité Benoît Trépied. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes co-auteur de La coutume kanak dans l'État, perspective coloniale et post-coloniale de la Nouvelle-Calédonie, qui est sortie il y a quelque temps chez l'Harmattan. Comment est-ce que vous qualifieriez ce qu'il se passe en Nouvelle-Calédonie depuis 92 heures maintenant, 96 heures. On a parlé de situation insurrectionnelle, c'est le bon terme ? Sur la région de Nouméa, sur l'agglomération de Nouméa, effectivement, c'est apparemment un début d'insurrection. On ne sait pas ce qui va se passer, si ça va exploser ailleurs. Il faut quand même souligner d'ores et déjà que dans le reste du pays, tout est calme et qu'au contraire, il y a une politique d'apaisement menée, non pas par l'État, mais par les militants à la base, de part et d'autre, pour dire nous, on tient toujours au vivre ensemble, au pari des accords de Nouméa, malgré le choix de l'État de passer en force et de remettre ça en péril. Donc, pour le moment, la situation, elle est circonscrite sur l'agglomération de Nouméa. Mais même à Nouméa, moi, tous les retours que j'ai du terrain, c'est que les militants, en particulier les militants indépendantistes, font le tour des jeunes les plus radicaux pour essayer de les calmer et les ramener à la raison. Alors, on va prendre tout de suite la direction de Nouméa, où nous attend Beryl Ziegler. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bonjour. Je vous entends bien de mon côté. Je ne sais pas si c'est le cas. On vous entend très bien ici à Paris. Vous êtes rédactrice en chef de l'hebdo Actu Nouvelle-Calédonie, journaliste pour La Voix du Caillou. Vous êtes à Nouméa depuis une dizaine d'années. Comment se sont passées les dernières heures ? Alors, les dernières heures, la situation s'est vraiment apaisée. Ça dépend plus ou moins des quartiers de Nouméa. Moi, j'habite à peu près au milieu de Nouméa. Dans le sud de Nouméa, c'est très calme. On croirait qu'il se passe presque rien. En revanche, dans les quartiers nord, il y a encore pas mal d'affrontements. Voilà, donc globalement, moi, je trouve que les choses se sont bien calmées depuis, on va dire, 24 heures. Depuis l'intervention de l'armée surtout, et puis l'organisation des milices locales. On entendait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire effectivement que les forces de l'ordre et l'armée avaient repris le contrôle de la situation. On avait des témoignages d'habitants ces dernières heures disant qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et ce sentiment-là est moins juste, du coup, là, à l'heure où l'on se parle ? À l'heure où on se parle, effectivement, il y a une grosse organisation des quartiers qui a pris le relais, avec des milices qui s'organisent, qui ont érigé des barrages à plusieurs endroits dans les rues, qui patrouillent, qui s'assurent que tout se passe bien. Il y a un énorme relais sur les réseaux sociaux, une très grande solidarité aussi. Donc non, on se sent vraiment plus seul
depuis 24 heures, je dirais. C'est très appréciable d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces milices ? Alors, ce sont des citoyens, des habitants du quartier qui ont décidé de se regrouper pour faire en sorte d'assurer la sécurité des quartiers, sachant que jusqu'à hier, quand même, on avait beaucoup d'inquiétudes. On sentait que les forces de l'ordre étaient un peu dépassées quand même par les événements. Elles avaient du mal à intervenir au fur et à mesure que des feux s'allumaient, que des affrontements se soulevaient. Et donc, les citoyens ont décidé de prendre le relais, ils se sont organisés vraiment par quartier. Il y a des gens très engagés là-dedans qui vont sur les barrages, qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour essayer de prévenir les incidents. On a entendu que certaines des personnes qui formaient ces milices étaient armées ou étaient déjà armées et avaient pris leurs armes à la main avec l'intention d'aller jusqu'où ? Alors c'est ça le problème, c'est qu'on n'est évidemment pas formé à ça. Il y a eu des dérapages, hein. On l'a vu avec les 2 morts qui sont déjà à déplorer, enfin les 4 morts, mais dont 2 qui ont été causés par justement un de ces miliciens. Donc c'est ça qui inquiète. Après, tout le monde n'a pas d'armes, hein. Le principal dispositif, je dirais que c'est des barrages, dont je ne sais pas trop d'ailleurs s'ils pourraient vraiment être efficaces, mais j'ai l'impression que ça a quand même un effet dissuasif, puisque depuis hier, en tout cas dans nos quartiers là, du milieu de Nouméa, il n'y a pas vraiment eu d'accro, beaucoup moins que dans les jours précédents. Donc à savoir si c'est l'effet de l'armée ou bien l'effet de ces milices, c'est difficile de le dire, mais voilà, en tout cas le résultat est là. Voilà, vous dites dérapage, on parle quand même de 3 personnes qui ont été tuées, on est au-delà du dérapage. Oui, exactement, le terme c'est affrontement, un début de guerre civile, c'est sûr que c'est pas rassurant, mais il faut essayer de se mettre dans la peau de personnes qui sont comme nous vulnérables. On se sentait pas en sécurité jusque-là. C'est toujours pas très rassurant, mais je dirais qu'on se sent pas seul en tout cas. Benoît Trépied, est-ce qu'on est là dans une situation où il y a 2 populations qui se font face à face et qui ont des armes à la main ? Il y a eu une polarisation du débat suite au passage en force de l'État sur cette loi qui ne faisait pas consensus. Ce qu'on constate là également, c'est que l'État, sûr de sa stratégie, n'a pas non plus anticipé un déploiement des forces de l'ordre permettant de contrôler ce qui évidemment n'allait pas manquer de se passer, vu l'impasse politique qui s'est jouée en ce moment et vu les innombrables avertissements qui ont été lancés auprès de l'État. Ensuite, ce qu'il faut quand même bien voir, c'est qu'à l'heure où on parle, il y a eu 4 morts, 3 Kanaks et un gendarme, tous des petits jeunes d'une vingtaine d'années. Les morts Kanaks n'ont pas été tués par les forces de l'ordre, mais ils sont morts par balle. Donc le fait que les gens s'organisent pour se défendre et face à une émeute, on peut tout à fait comprendre qu'on ait peur pour ses biens, mais il y a quand même un décalage entre le fait que ce sont des biens qui ont été détruits d'une part et d'autre part des vies qui ont été enlevées dans un contexte où le recul, disons le retrait d'une loi qui allait mettre le feu aux poudres, et ça a été dit et répété, était possible et n'a pas été souhaité. J'ajoute autre chose, c'est que les militants, en particulier de la CCAT, qui sont pointés du doigt maintenant par les autorités de l'État. Donc la CCAT, c'est le Comité de coordination des actions de terrain. C'est un groupe indépendantiste qui a organisé, là, depuis 6 mois, en réaction à la sourde oreille de l'État, des manifestations qui ont jusqu'à présent été extrêmement pacifistes, familiales, joyeuses, disciplinées, etc. Et qui sont maintenant pointés du doigt comme étant les fauteurs de troubles. Clairement, en fait, les militants indépendantistes du CCAT ont fait le tour, comme je l'ai dit, à la fois des quartiers où ça s'embrasait pour essayer de calmer le jeu, et ailleurs dans la Calédonie, par exemple à Pointe-d'Imier, pas plus tard qu'aujourd'hui, les militants de la CCAT ont invité, donc dans le nord de la Calédonie, ont invité tous les habitants européens du village à une réunion d'information pour leur dire que eux n'étaient pas du tout là pour brûler leur maison, qu'ils étaient pour le destin commun. Tous les gens du village sont montés avec des biens, avec des victuailles pour faire ce qu'on appelle en Calédonie un geste coutumier, pour leur donner des choses alimentaires à manger dans une ambiance bon enfant. Et en fait, c'est ça l'incarnation
du destin commun. Cette idéologie du destin commun, qui est celle de l'accord Nouméa, de la décolonisation de la citoyenneté, c'est une réalité dans l'essentiel de la brousse calédonienne. C'est à Nouméa, qui est la ville où se crispent le plus les tensions sociales, raciales, et donc à la fois sociales et dans un héritage colonial, avec des quartiers blancs riches au sud et des quartiers pauvres océaniens et kanaks au nord, dans des squats. C'est à Nouméa que se concentrent les points de tension. Et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs avec les années 80, le fait que ça se passe à Nouméa. On va y revenir tout à l'heure. Beryl Ziegler, sur ces jeunes émeutiers dont on a parlé, est-ce qu'on sait qui ils sont ? Alors concrètement, moi je ne suis pas totalement d'accord avec vous, monsieur, quand vous dites que ce ne sont pas des terroristes, pour les avoir approchés de très près, parce que je suis journaliste et qu'on les côtoie, hein, ça fait quelques semaines que les tensions montent. Alors évidemment, leur discours, c'est de dire que ce n'est pas de leur faute, que ce sont des jeunes qui ont pris le relais, qui se sont greffés au mouvement, mais en réalité, ils sont extrêmement bien organisés. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils agissent sur le terrain, sous couvert un peu d'anonymat, hein, évidemment. Mais on les connaît en fait, hein, les responsables de ce mouvement. Il y a 9 mouvements qui composent la CCAT, cette fameuse cellule de coordination des actions de terrain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a bon nombre d'entre eux qui ont été assignés à résidence. Hein, donc il faut savoir qu'ils sont quand même sous contrôle de l'État. Et ils y sont absolument pas pour rien dans tout ce qui se passe. Hein. Une vingtaine d'assignations à résidence supplémentaires qui s'ajoutent aux 5 qui ont été déjà décrétées, a dit ce matin Gérald Darmanin. J'aimerais bien qu'on fasse un effort de pédagogie pour expliquer ce qu'il se passe dans ce territoire du Pacifique depuis le début de la semaine. Je dis depuis le début de la semaine, en réalité, effectivement, ça fait des semaines que ça couvait. Est-ce que vous pouvez... En fait, les choses se passent en 2 temps. Si j'ai bien compris, il y a le temps court et le temps long. Sur le temps court, expliquez-nous pourquoi cette réforme constitutionnelle du corps électoral a suscité à ce point la colère du camp indépendantiste. Alors, la question du corps électoral en Calédonie, c'est la clé de voûte de la paix civile. Ce n'est pas un enjeu mineur. Il se trouve que la Calédonie était une colonie de peuplement depuis le 19e siècle, c'est-à-dire que le peuple kanak autochtone colonisé s'est retrouvé progressivement confronté à des vagues de populations nouvelles venues essentiellement de France métropolitaine, et qu'à partir des années 70, ils se sont retrouvés minoritaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont dit nous, en tant que peuple, c'est-à-dire il y a 2 légitimités qui s'affrontent. Les Kanaks ont dit au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au nom de l'autodétermination, c'est nous, en tant que peuple colonisé, qui sommes les seuls habilités à nous prononcer sur le futur de ce pays qui est le nôtre, et nous n'avons pas d'autre pays. Et ça, c'est les règles de droit international. Face à cette logique, l'État français a dit pas du tout, la Calédonie, c'est un morceau de la France. Tous les citoyens français qui habitent là peuvent voter. Et donc, comme vous êtes minoritaires, votons. Et donc, comme les Kanaks sont minoritaires dans la démographie, le vote pour l'indépendance, pour la décolonisation est minoritaire, mais ça ne règle rien. Donc, c'est cette logique et la confrontation de ces 2 légitimités opposées, de ces 2 logiques sur la définition de qui fait partie de cette terre et peut se prononcer pour la suite, qui a amené aux affrontements des années 80, qui était une espèce de guerre civile. À partir de là, il y a eu la méthode du compromis a été privilégiée dans les 2 camps. C'est-à-dire que les Kanaks ont dit, dès 83, on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec ce qu'on appelle les victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants des colons, tous ces gens qui n'ont pas choisi d'être là, les descendants des bagnards, des travailleurs océaniens, des travailleurs asiatiques, etc. On accepte de le partager. Ça, c'est unique dans l'histoire des décolonisations. Et de l'autre côté, l'État français a reconnu qu'on ne pouvait pas laisser tous les Français qui s'installent au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, etc., participer à la vie politique et la trajectoire d'émancipation de cet archipel. Ça s'est matérialisé par la définition d'un corps électoral restreint accepté par toutes les parties. En 88, puis en 98. C'est ça qui a ramené la paix, lors des accords de Matignon de 88 avec Michel Rocard, puis des accords de Nouméa en 98. Maintenant que l'accord de Nouméa est terminé, il faut trouver un autre accord politique de compromis. Parce qu'en Calédonie, il y a une alternative, c'est soit les gens s'entendent et vivent ensemble, soit ils s'entretuent. Il n'y a pas d'autre choix.
parce qu'on est dans une situation coloniale et que les Kanaks renonceront jamais à l'indépendance. Et donc, il faut trouver une forme de compromis qui puisse marier les légitimités et les envies contraires. Dès lors, la question du corps électoral est centrale et doit faire l'objet d'un accord politique global. Le choix de l'État français a été deux choses. D'une part, d'extraire cette question du corps électoral pour la traiter dès maintenant au préalable à l'accord politique global, alors même que c'est une pierre angulaire du débat, et d'autre part, que ce soit traité par le Parlement, c'est-à-dire ici, par les députés et les sénateurs, et non pas par une discussion entre les responsables politiques locaux. Alors certes, évidemment, il y a eu le dernier référendum a eu lieu en 2021, et depuis 3 ans, les négociations patinent. Pourquoi elles patinent ? Parce que c'est ça ce que dit l'État. Maintenant, ils disent, on passe maintenant, on prend l'initiative, on passe en force, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Oui. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver de solution ? L'accord de Nouméa prévoyait 3 référendums. Le premier en 2018, grosse participation et un écart entre 57% contre l'indépendance, 43% pour. 2 ans plus tard, deuxième référendum, encore plus grande participation, 85% de la population. L'écart se réduit de moitié. Mais le non l'a encore emporté. Mais le non l'a encore emporté. Non à l'indépendance. Et voilà. Et ces 2 résultats sont incontestables, parce que c'est sur un corps électoral qui, pour la première fois dans l'histoire de la Calédonie, est incontestable. 3e référendum. En 2021. En 2021. Il n'y avait pas de consensus sur la date. Édouard Philippe, en 2019, s'était engagé au nom de l'État avait recommandé à l'État de ne pas organiser le référendum pendant la période de la campagne présidentielle et législative pour éviter le télescopage des calendriers. L'État, après, quand il n'a plus été à Matignon, l'État n'a pas suivi cette politique. Et puis, il y a eu la crise du Covid qui a entraîné des morts en Calédonie, en particulier dans les communautés océaniennes et kanaks, qui a fait que les indépendantistes ont demandé un report de quelques mois pour organiser le référendum dans de bonnes conditions, en particulier parce que ne pouvait pas mener une campagne électorale dans les tribus en deux. Report qui a été refusé, ce référendum a eu lieu. Les Kanaks n'ont donc pas participé à ce référendum, il y a eu 56% d'abstention. Et le non l'a emporté. Sans la participation du peuple kanak colonisé sur le référendum d'autodétermination. C'est à partir de là que la confiance qui avait été établie par l'État avec toutes les parties, depuis Michel Rocard, a été rompue entre les indépendantistes et l'État, et c'est ce qui explique le blocage actuel. Beryl Ziegler, cette histoire, on l'a dit, de corps électoral, elle est centrale dans cette affaire calédonienne. La situation aujourd'hui, c'est que ce corps électoral, il est gelé, vous me corrigez si je me trompe, depuis plus d'une vingtaine d'années. Qu'un Calédonien sur 5, un habitant de la Calédonie aujourd'hui, qui pourrait prétendre à voter, ne peut pas le faire. C'est votre cas, je crois. C'est mon cas, oui. Moi, je suis arrivée en 2011, donc je suis là depuis 13 ans. Mais je ne peux pas voter. Je précise que c'est le vote aux élections provinciales. Tout ce qui est vote aux élections municipales, présidentielles, ça, on peut. Mais les provinces ici sont vraiment centrales dans l'organisation politique du pays. Donc, c'est ces élections dont je suis privée au même titre que 42 000 personnes. C'est à peu près 1 personne sur 5 en âge de voter. Mais voilà, donc l'idée, c'est de revenir à un corps glissant de 10 ans, effectivement. Donc... Et c'est ce texte qui est en cours de vote dans le parcours parlementaire français. Et pourquoi ce texte, pour reprendre ce dont on parlait à l'instant, pourquoi ce texte suscite tant de crispation ? L'angoisse des indépendantistes, c'est ce qu'il a été dit il y a quelques minutes, c'est effectivement les indépendantistes déjà estiment que l'État essaie de passer en force sur le sujet. Ils estiment surtout, ils redoutent aussi de voir le peuple kanak disparaître. Finalement, si le texte est adopté, ils vont être plus noyés dans la population électorale, ils auront moins de poids. Donc c'est ce qui leur fait peur depuis des années. Ils sont donc opposés à toute modification du corps électoral en dehors d'un éventuel consensus. C'est ça qui aujourd'hui doit être mis sur la table, ce fameux consensus. Benoît Trépied ? Oui, effectivement, ce qui vient d'être dit est très juste, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est... Mais est-ce que la crainte est légitime ? Ah mais oui, la crainte des Kanaks. Si on veut comprendre la revendication kanak, depuis les années 70, ça date pas d'il y a 2 jours, c'est qu'il faut comprendre qu'ils disent on ne veut pas finir par représenter à être noyé dans ce pays. C'est-à-dire que le contre-exemple, c'est les aborigènes en Australie qui représentent 4% de la population et qui n'ont donc aucun poids politique, qui ont, renoncé qui n'ont pas d'autre solution. Donc c'est le colonialisme poussé à son point ultime, c'est la minorisation extrême du peuple autochtone. C'est pour ça
qui se sont rebellés. C'est pour ça qu'il y a eu des accords. Mais ce qui a été dit là, et juste sur un point en particulier, c'est que la discussion sur le corps électoral, les indépendantistes la veulent dans le cadre d'un consensus. Alors, ils ne veulent pas rester bloqués. Que voudrait-il, quel type de modification de ce corps électoral voudrait le camp indépendantiste, pour essayer de dire les choses clairement? Oui, alors actuellement, la réforme que propose l'État, qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale, qui doit encore passer au Congrès de Versailles, voilà, intègre 25 000 citoyens français dans ce corps électoral. Dont à peu près la moitié sont des natifs. Et c'est précisément ça que je veux dire, c'est que d'ores et déjà les indépendantistes, et avant les affrontements, depuis plusieurs mois, ont dit que les natifs, eux, ils n'avaient pas de problème à les intégrer. C'est-à-dire les gens qui sont nés sur place après 98. Le problème, c'est les gens qui sont arrivés depuis 10 ans. C'est ceux-là, et ça représente 13 000 personnes, je crois. Fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce corps électoral, c'est le support de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Et la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, c'est le choix unique qui a été fait d'organiser une décolonisation avec le rassemblement dans un même futur peuple et un destin commun des anciens colonisés et des anciens colons. À partir de là, au stade où on en est, il faut évidemment rebattre les cartes et rediscuter de ce corps électoral, parce que finalement, c'est l'enjeu d'un code de la citoyenneté néo-calédonienne qu'il faut redéfinir. Comment on devient citoyen de la Nouvelle-Calédonie? À l'aune de quels critères et dans quel contexte? Mais ça, ce que disent les indépendantistes, et pas que, le mouvement Calédonie Ensemble dit la même chose, les associations citoyennes, etc., disent la même chose, disent on ne peut parler de ça que dans un accord global qui prévoit notamment la façon dont le droit qui continue de s'exercer, reconnu internationalement du peuple kanak à la décolonisation, va s'exercer. C'est-à-dire, quelle va être la stratégie d'émancipation, d'autodétermination? Est-ce que c'est un nouveau référendum, etc. Mais ce droit-là doit être... Donc, l'ensemble du débat doit être pris dans un accord global. Extraire le corps électoral et le traiter en amont, alors que c'est le cœur du problème, c'est une façon de passer en force qui est inacceptable pour les indépendantistes. Pardon, ma question est peut-être bête, mais à ce stade, il n'est pas prévu qu'il y ait un nouveau référendum. Non, l'accord, à ce stade, plus rien n'est prévu. L'enjeu, ce n'est pas celui-là. Non, l'accord de Nouméa disait, en cas de... Donc, il y a 3 référendums qui s'organisent. S'il y a 3 non, les partis intéressés, tous les partis politiques se réunissent pour examiner la situation ainsi créée et donc discutent de la suite. On en est là. Ce que disait aussi l'accord de Nouméa, et c'est quand même important de le rappeler, il disait, tant qu'on n'aboutit pas à un nouvel accord, les dispositions créées par l'accord de Nouméa demeurent. Et elles demeurent irréversibles, cette irréversibilité étant constitutionnellement garantie. C'est le texte de l'accord de Nouméa. Dans ces dispositions, il y a le corps électoral tel qu'il est gelé actuellement depuis 1998. Donc, l'argument... Alors après, il y a eu tout un débat juridique actuel qui se développe, qui est technique, et où les avis... En fait, le débat n'est pas très clair. Est-ce que... si on fait les élections avec le corps électoral selon les règles de l'accord de Nouméa, est-ce qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité ou de rupture vis-à-vis des conventions et des traités internationaux signés par la France ou pas? Il y a des avis divergents entre la Cour de cassation, le Conseil d'État. On ne va pas rentrer là-dedans. Effectivement. Mais l'enjeu... En un mot, parce que je voudrais qu'on entende Beryl Ziegler à nouveau, mais ces élections provinciales, avec ou non un corps électoral modifié, de quels enjeux parle-t-elle? Sur quoi on vote sur ces élections provinciales? Les élections provinciales, donc il y a eu 3 provinces qui ont été créées par les accords de Matignon en 1988, justement dans une mesure de compromis politique, parce qu'on savait avec le découpage qu'il y en aurait 2 sur 3 gérés forcément par les indépendantistes. Ces provinces, elles ont beaucoup de compétences, donc c'est des acteurs institutionnels incontournables. Parce que la Nouvelle-Calédonie a une autonomie qu'aucun autre territoire. Oui, parce que la Calédonie est dans une dynamique de décolonisation. Et si j'utilise ce mot, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Le mot décolonisation, il est dans l'accord qui est dans la Constitution française. Et surtout ces 3 provinces ensuite, les élus des 3 provinces se rassemblent et forment le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui vote ce qu'on appelle des lois de pays, c'est vous dire le degré le chemin vers la souveraineté, donc quasiment des lois. Et de ce Congrès de la Nouvelle-Calédonie émane le gouvernement calédonien.
si vous modifiez les règles électorales sur ces élections provinciales, si vous faites rentrer les gens qui sont arrivés depuis 10 ans, qui sont des métropolitains, donc qui sont dans leur immense majorité anti-indépendantistes, le rapport de force va changer. Le rapport de force, et donc le Congrès, et donc le gouvernement. L'exécutif local en sera modifié. Voilà. On a bien compris. Beryl Ziegler, ce que dit le camp anti-indépendantiste aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme le rappelait Benoît Trépied à l'instant, il y a eu 3 référendums. 3 fois, la réponse à l'indépendance a été non. C'est ça l'argument aujourd'hui du camp anti-indépendantiste. Exactement, le camp non indépendantiste, ce qu'on peut appeler aussi les loyalistes, eux veulent le retour vraiment à un homme, une voix, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Ils veulent un retour pur et simple à la démocratie. Et c'est ce qu'ils essaient de faire primer. Et je pense qu'au-delà de ça, effectivement, l'accord local qui pourrait être signé pourrait être plus global et pourrait comprendre d'autres choses, parce que les provinces dont on parlait, donc justement ce corps électoral permet de voter aux élections provinciales, les provinces, elles ont un très grand poids, notamment économique, elles ont la compétence économique, elles peuvent vraiment mener beaucoup de choses de leur côté, et donc ça leur donnerait plus de points. En fait, la province sud, c'est là où il y a le plus de non-indépendantistes qui habitent. Et c'est elle qui reçoit le moins d'argent, en fait, qui a le moins d'argent par rapport à sa population. Voilà, donc ça induirait un autre redécoupage, effectivement, si on modifie le paysage politique. Benoît Trépied ? Oui, ces dispositifs, c'est ça qu'il faut comprendre. La répartition, il y a ce qu'on appelle en Calédonie la clé de répartition, c'est-à-dire les financements qui vont aux différentes provinces. Il y a un déséquilibre du financement en faveur de la province Nord et de la province des îles, un déséquilibre relatif, lié au fait que ça fait partie des mesures de rééquilibrage en faveur des Kanaks. Provinces qui sont peuplées majoritairement de Kanaks. Voilà. La répartition des sièges au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. C'est-à-dire que les élus de la province sud qui siègent au Congrès représentent plus de population que les élus de la province Nord et de la province des îles, comme on le fait d'ailleurs aussi en France, c'est-à-dire qu'il y a des élus des métropoles qui représentent beaucoup plus de gens que des élus des zones rurales, et finalement ce sont les zones rurales qui sont relativement avantagées de ce point de vue-là. Tous ces éléments qui sont des entorses à une idée fixe et absolue de la démocratie, ils ont été négociés et signés et acceptés par toutes les parties, indépendantistes, État et loyalistes, en 88 et en 98, parce qu'ils savaient que c'était la condition du retour de la paix. Il fallait faire des compromis politiques. Et c'est pour ça qu'on a fait, en fait, si vous voulez, la décolonisation a changé de sens et la démocratie a changé de sens. La Nouvelle-Calédonie, de ce point de vue-là, est un territoire tout à fait exceptionnel. Et depuis 98 en particulier, que le pays est dans une voie de décolonisation explicite et qu'il y a la construction d'une citoyenneté de la Calédonie, ces dynamiques se poursuivent, mais ça se joue avec les gens qui sont dans ce corps électoral, c'est-à-dire tous les gens qui étaient présents en Calédonie jusqu'à l'accord de Nouméa. Une autre façon de le dire, c'est que depuis 98 et depuis l'accord de Nouméa, la Calédonie se construit un peuple avec les gens qui étaient là à ce moment-là, pas ceux qui sont arrivés après. Et c'est bien ce qui pose problème. Vous restez avec nous, Benoît Trépied, Beryl Ziegler, vous restez encore avec nous depuis Nouméa. On fait une pause, on se retrouve dans 2 minutes. 10h30 ici à Paris, la deuxième partie de cette discussion autour de cette question. Où va la Nouvelle-Calédonie après une semaine, un peu moins d'une semaine marquée par des violences très fortes? On en parle avec Benoît Trépied sur ce plateau. Rebonjour. Bonjour. Merci encore d'être là, anthropologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Depuis Nouméa, nous sommes en ligne avec Beryl Ziegler, qui est journaliste pour le quotidien La Voix du Caillou. Merci encore d'être là. Et dans un instant, on discutera aussi avec Bilal Tarabé qui nous a rejoint. Bilal, à tout à l'heure. Juste avant la pause, on parlait de l'intention, de l'esprit des accords et de 88 et de 98, accord de Matignon-Puy, accord de Nouméa, dans lequel il y a ce terme central sur lequel peut-être tout, qui dit tout peut-être de la crise qu'on vit en ce moment, ce terme de décolonisation. Que veut-il dire, que voulait-il dire à l'époque pour la Nouvelle-Calédonie, pour essayer de l'expliquer assez simplement, et en quoi pensez-vous aujourd'hui que ce terme, que l'esprit de ce terme a été trahi ? Oui, alors dans le contexte très particulier de la Calédonie, qui est une colonie de peuplement, donc comme je l'ai expliqué, les Kanaks sont minoritaires, en fait, la décolonisation, c'est le renversement du rapport colonial.
c'est le renversement de la domination coloniale. Cette domination coloniale, dans le cas très particulier de la Calédonie, elle s'exerce sur 2 plans. Elle s'exerce dans le rapport entre l'État français et la collectivité de Nouvelle-Calédonie, donc le lien politique entre ces 2 entités, ces 2 territoires. Mais comme c'est aussi une colonie de peuplement, la question coloniale, elle se loge aussi dans les rapports sociaux en Calédonie entre, schématiquement, les anciens colonisés et les anciens autres ou les anciens colons. Donc, penser la décolonisation dans ce cadre-là, ça veut dire repenser la relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie et repenser la relation entre les Kanaks et les non-Kanaks. Repenser la relation entre la France et la Calédonie, c'était mis en œuvre par l'accord de Nouméa avec un transfert progressif et irréversible de toutes les compétences de la France à la Calédonie, sauf les compétences régaliennes. Donc c'était une trajectoire d'émancipation politique statutaire qui se joue. Et d'autre part, transformer le rapport colonial dans la société calédonienne, ça veut dire travailler à un rééquilibrage contre les héritages coloniaux, les ségrégations, les discriminations, les inégalités socio-économiques en faveur des Kanaks, d'où les mesures de rééquilibrage économique, etc. Mais aussi, par exemple, créer un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est obligatoirement collégial, c'est-à-dire qu'il doit, c'est gravé dans le marbre de la loi, il doit être composé d'indépendantistes et de non-indépendantistes qui doivent travailler ensemble au développement de ce pays. Et fondamentalement, renverser le rapport colonial au sein de la société calédonienne, ça veut dire construire ce fameux peuple calédonien, ce destin commun tel qu'il est défini dans l'accord de Nouméa, qui rassemble ce que l'accord définit comme le peuple kanak et les autres communautés qui y vivent. Encore une fois, cette dynamique ne fonctionne que par tous les gens qui sont pris dans cette histoire-là. Tous les gens qui n'ont plus d'autres patries, d'autres terres que la Nouvelle-Calédonie. Donc ce n'est pas le cas des métropolitains qui se sont installés depuis quelques années et qui conservent leurs attaches ici. Tout l'enjeu, je l'ai dit de nouveau, c'est que comment articuler cette dynamique de décolonisation avec une transformation de la citoyenneté et des logiques d'intégration dans la citoyenneté. Qui est une réalité. Beryl Ziegler, on comprend qu'il y a ce sujet, je dirais, politique dans l'intention des accords d'abord de Matignon, puis de Nouméa. Est-ce que le cri qu'on entend depuis quelques jours, il n'est pas aussi un cri social, puisque ces inégalités contre lesquelles les accords étaient censés lutter, en réalité, entre Kanak et non-Kanak, persistent, voire peut-être s'aggravent même? Mais c'est sûr que ça n'aide pas. On a beau avoir vraiment œuvré pour ce rééquilibrage, notamment économique. Il y a beaucoup d'argent qui a été donné aux provinces. On parlait des provinces tout à l'heure, les provinces nord et les provinces des îles qui ont reçu beaucoup finalement comparé à leur population. Et la question qui se pose en fait, c'est de savoir est-ce que ce rééquilibrage a fonctionné? Où est-ce qu'on en est vraiment en termes de rééquilibrage? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Un bilan a été fait à ce titre-là. Mais et que dit-il, pardon, ce bilan à la question est-ce que le rééquilibrage a fonctionné? Quelle est la réponse? C'est une réponse qui est assez nuancée. Il y a certains points sur lesquels il y a eu des progrès. Dans le Nord, il y a eu beaucoup de constructions. Il y a eu la construction d'une usine de nickel qui a donné du travail pendant très longtemps. Bon, là, c'est en train de se casser un peu la figure. Mais voilà, ça a permis quand même de développer beaucoup de choses. La question, c'est de savoir est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'on reste dans ce système de rééquilibrage ou est-ce qu'on estime que le rééquilibrage a été atteint et que maintenant on peut passer à autre chose? C'est tout le débat aujourd'hui. Benoît Trépied? Oui, le rééquilibrage était un impératif politique, économique, mais aussi scolaire, mais aussi culturel. Je rappelle que dans le cadre de ces accords, il y a eu la promotion de la culture kanak, la promotion des langues kanak. Il y a eu le programme de formation accélérée de cadres, qu'on a appelé 400 cadres, puis cadres à venir. Ce sont des processus, si vous voulez, transformer les structures socio-économiques coloniale d'un pays colonisé depuis 150 ans. Je vous coupe, vous dites pays... pays, parce que tout le monde en Calédonie dit pays, justement pour éviter, parce que le contentieux se focalise beaucoup sur les symboles. Il y a des gens qui disent Nouvelle-Calédonie, d'autres Kanaki. Il y en a un certain nombre qui disent Kanaki-Nouvelle-Calédonie, comme Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est une façon de trouver là. Et sinon, tout le monde dit un terme plus consensuel, c'est le pays, voilà, avec un P majuscule. Voilà. Ou le caillou. Bon. Donc, ces perspectives de rééquilibrage, c'est des dynamiques
dynamique longue, compliquée. Le bilan est effectivement très nuancé. Ça dépend vraiment des circonstances, des cadres, etc. En matière scolaire, par exemple, il y a une élévation globale du niveau scolaire, mais il y a toujours de très forts écarts sur les résultats scolaires. Mais ça tombe pas de nulle part. C'est-à-dire que, par exemple, du fait de la politique indigène sur la scolarisation, le premier bachelier kanak, c'est 1962. C'est pas dans les années 30, il n'y a pas de Césaire là-bas. Hein. Donc les tout premiers étudiants, c'est la fin des années 70. Le premier doctorat, c'est dans les années 2000, un docteur kanak. Donc il y a un immense rééquilibrage à travailler de ce point de vue-là. Et juste sur les questions de richesse, voilà, il faut quand même bien savoir... Beryl Ziegler a employé un mot qui est phare en Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel. C'est extraordinairement important aussi. Oui, alors le nickel, donc une des stratégies politiques, là encore, des accords du rééquilibrage, a été de permettre aux Kanaks d'investir ce secteur du nickel. Et c'est le contexte de l'usine du Nord qui est dont on parlait à l'instant. Alors effectivement, pour le moment, et en ce moment, le secteur du nickel est dans un plan critique concernant les 3 usines. Mais ce que je voulais dire de façon très importante quand même, c'est que le calcul des écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres en Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus élevé que en France métropolitaine, c'est-à-dire que les riches sont beaucoup plus riches et les pauvres sont beaucoup plus pauvres. Et les riches des quartiers sud de Nouméa sont blancs et les pauvres des quartiers nord sont kanaks et océaniens. Donc, si vous voulez, c'est aussi ça que les politiques de rééquilibrage essayent de transformer. Donc, on comprend ce que vous dites, ça avance. Ça avance. Pas, mais ça avance quand même. Pas. Voilà, tout à fait. Le temps passe vite, Bilal Tarabé. Je voudrais qu'on dise un mot de cette intervention ce matin du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a évoqué dans cette crise néo-calédonienne des influences étrangères, des ingérences étrangères, et il a parlé de l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'Azerbaïdjan vient faire dans cette affaire ? Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais d'abord parce que, comme beaucoup, il a vu des drapeaux azerbaïdjanais dans des manifestations du FLNKS, qui est donc le parti indépendantiste kanak. Mais un autre exemple très concret, vous avez ce compte Twitter qui va peut-être apparaître, enfin ce compte X, pardon, comme on dit maintenant, qui va apparaître d'une organisation qui s'appelle la Baku Initiative Group. Alors c'est une page, un compte qui a été créé en octobre 2023, qui se présente comme une ONG, qui se décrit comme un groupe qui encourage la coopération internationale selon des normes et des principes mondiaux. Voilà, c'est très vague, mais qui en réalité relaie et soutient les indépendantistes kanaks à longueur de poste. Par exemple, vous avez ce post du 29 mars, j'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre n'importe quel autre, qui dit « La solidarité transcende les frontières, les drapeaux de l'Azerbaïdjan et de la Nouvelle-Calédonie s'unissent pour soutenir les Kanaks dans leur quête de liberté et de justice. » Le directeur du Baku Initiative Group est une personnalité politique publique en Azerbaïdjan. Il s'appelle Abbas Abbasov, c'est un ancien vice-premier ministre, ce qui n'est pas rien, et c'est un ancien cadre du fonds pétrolier souverain de l'Azerbaïdjan. Alors pourquoi toute cette activité ? On peut y voir une réplique au soutien de la France à l'Arménie et particulièrement aux indépendantistes du Haut-Karabakh. Et donc là, c'est très ironique parce que c'est un prêté pour un rendu où l'arroseur arrosé, mais... Et c'est un grand mais, il ne faut pas exclure qu'en sous-main, il y ait la Russie derrière l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Parce que ce mode d'action est un copier-coller de ce que fait la Russie en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire de prendre une cause qui existe déjà, et ça on ne le rappellera jamais assez, ce n'est pas la Russie qui invente ces causes-là, elle prend des revendications, alors le plus souvent indépendantistes, ou en tout cas anticolonial, décolonial, peu importe le terme qu'on veut leur donner, qui existe, particulièrement contre la France, et qui les soutient. Et donc c'est peut-être ce qu'on est en train de voir ici. D'ailleurs, il y avait des drapeaux russes dans les manifestations du FLNKS. Benoît, très bien, en 2 mots sur ce qui vient d'être dit, parce que je voudrais qu'on retourne à Nouméa. Oui, écoutez, ce dont on a parlé depuis 1 heure, c'est on a montré à quel point l'État français s'était tiré une balle dans le pied tout seul, à moins que l'Azerbaïdjan et Poutine n'aient conseillé Macron de faire ça. Après, que les adversaires de la France se saisissent des impairs de l'État, ça me paraît... je crois que c'est le jeu diplomatique, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, ce n'est pas eux qui ont appuyé sur ça. Et fondamentalement, si M. Darmanin parle de ça maintenant, c'est un contre-feu, c'est gros comme une maison. C'est-à-dire que c'est une façon de ne pas parler de l'échec du gouvernement dans cette stratégie de décolonisation sur le long terme. Et peu importe la question de l'Azerbaïdjan.
Mais l'explication a été entendable. Merci beaucoup, Bilal. À 10h41, on apprend que le bilan vient de s'alourdir après 4 jours d'émeutes en Nouvelle-Calédonie. Un gendarme a été tué ce jeudi matin à la suite, dit le ministre de l'Intérieur, d'un tir accidentel. Il y a donc 5 morts à l'heure où l'on se parle, dont 2 gendarmes. Beryl Ziegler, il nous reste quelques minutes dans cette discussion. On sent bien là qu'il y a des choses, on le disait au début de notre discussion, qui sont de l'ordre du temps court et du temps long. Du point de vue de là où vous êtes, quelle pourrait être la sortie de crise ? Voilà, ce qu'on attend, je pense déjà, c'est le retour à l'ordre républicain. C'est ce qui me paraît le plus important. Là, les écoles sont fermées. Franchement, on hésite à se promener. Voilà, donc ça, je pense qu'assez rapidement, on devrait y arriver. Enfin, j'espère que ce sera le cas, parce que c'est vraiment, on a l'impression de revivre un Covid avec les angoisses en plus des affrontements. Il faut compter là-dessus. Et puis après, effectivement, il va y avoir un temps long avec de nouvelles discussions qui devraient survenir là entre les représentants politiques calédoniens, qui ont d'ailleurs été invités à Paris à reprendre la discussion. Donc je pense que la sortie de crise, elle viendra de ça, elle viendra d'un accord local qui pourrait prendre le relais sur cette épée de Damoclès finalement parlementaire qui est en train de nous arriver dessus. Et ça, les Calédoniens n'aiment pas qu'on leur dicte quelque chose, il faut que ça vienne d'eux. Donc je pense qu'il faut faire confiance en l'intelligence collective et espérer qu'on parvienne à une signature d'un comme ça a été le cas en 88, comme ça a été le cas en 98. Voilà. Pour l'instant, Benoît Trépied, vous me corrigez si je me trompe. Merci beaucoup, Beryl Ziegler. L'exécutif, Emmanuel Macron, ne veut absolument pas renoncer à cette réforme électorale. Non, pas du tout. Et pourtant, lors des débats parlementaires, ça a été dit, Jean-Victor Castor l'a dit à la tribune de l'Assemblée de façon très solennelle, il a dit où est-ce qu'on va aller ? Et c'est quoi le pire qui pourra advenir à l'époque ? Et les gens de Renaissance, les collègues avec qui il a parlé, lui ont dit ce serait un mort. Ça, c'était mardi soir. Là, on est jeudi, on en est à 5. 3 Kanaks et 2 gendarmes. Parce que l'État n'a pas voulu dire, bon, c'est trop chaud, on recule, on calme le jeu et on discute. Voilà où on en est aujourd'hui. Et je pense que le problème désormais, c'est que la négociation va s'ouvrir. Si elle s'ouvre entre les indépendantistes et les loyalistes, elle est déséquilibrée. Parce que s'il n'y a pas d'accord, le corps électoral sera dégelé en fin juin par M. Macron, et donc c'est ce que veulent les loyalistes. Donc on ne peut pas avoir une discussion équilibrée entre 3 partenaires si on sait que si la discussion n'aboutit pas, il y a un des partenaires qui va avoir gain de cause. Le parallèle qui est fait aujourd'hui en 2 mots avec les années sombres, les années 80, qui s'étaient là encore soldées à l'époque par la mort de beaucoup de Kanaks et beaucoup de forces de l'ordre venues de métropole. Est-ce qu'il est correct, ce parallèle ? Est-ce qu'on est là-dedans ? Ça y ressemble furieusement. Ce qui est très inquiétant, c'est que tous les responsables politiques au sommet de l'État, les hauts fonctionnaires des années 80 qui ont vécu ces dramatiques événements des années 80 et qui avaient compris la leçon à partir de 88, consistant à dire on ne touche plus au dossier calédonien, on ne l'instrumentalise pas ici en France, on les laisse faire entre eux à leur rythme, ces gens-là sont plus au pouvoir en fait. Et donc là, il y a manifestement une espèce d'amnésie au plus haut sommet de l'État sur la façon dont on doit traiter le dossier calédonien. Voilà, grotte d'Ouvéa, 19 Kanaks, 2 militaires qui avaient été tués en mai 88. Merci beaucoup. Benoît Trépied d'être venu ce matin dans Parlons-en et d'avoir fait preuve de pédagogie. Merci infiniment Beryl Ziegler d'être restée avec nous depuis Nouméa où vous êtes rédactrice en chef de l'hebdo Actu-NC et journaliste pour le quotidien La Voix du Caillou. Merci beaucoup Bilal aussi de nous avoir parlé de cette piste évoquée par le ministre de l'Intérieur ce matin de l'Azerbaïdjan. 11h moins le quart à Paris.